Bonsoir. Alors, je vais commencer pour vous parler très brièvement des structures, disons, traditionnelles. Et puis, je vais aussi vous dire quelque chose sur la théorie, mais comme la théorie en général est intéressante pour l'ingénieur, je vais pas entrer trop dans les détails. Ça marche mieux? Je vais essayer de parler plus fort. Okay? Et puis, je vais vous montrer quelques applications un peu particulières, ce qu'on a fait. Je suis ingénieur civil, j'ai commencé il y a une trentaine d'années, plutôt dans les structures lourdes, avec du béton armé, mais ça m'a toujours intéressé, les structures légères. Et puis, avec le temps, on a vu qu'on pouvait quand même faire de belles choses, aussi en utilisant, comme ingénieur, moins de matériaux. Et je pense que spécialement aujourd'hui, c'est important d'essayer d'être parcimonieux avec l'utilisation des matières premières. Et je pense que ce qu'on a développé et qu'on est encore en train de développer maintenant va un peu dans cette direction. Alors, je m'excuse, alors tous les slides sont en anglais, comme en général je fais des présentations en italien, en allemand, en anglais, puis alors bon, je ne vais pas les traduire toutefois, mais je suis sûr que tout le monde va les comprendre. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire tenserity, d'où vient le nom tenserity. Commençons justement en disant quelque chose sur les structures pneumatiques traditionnelles, n'est-ce pas? Alors tout le monde connaît les ballons. On le voit spécialement en hiver sur les champs de tennis. Il s'agit simplement de couvertures gonflées à des faibles pressions. En général, il s'agit de structures temporaires, comme elles ne sont pas très très rigides, elles supportent mal le vent ou bien la neige, mais elles ne sont pas chères. De toute façon, il s'agit de solutions assez intéressantes pour les structures. Il y a des choses plus grandes et plus rigides, c'est-à-dire en utilisant l'air dans des coussins et en intégrant les coussins avec des structures métalliques. Ce que vous voyez ici, ce sont des structures qu'on a fait en Suisse pour l'exposition nationale de 2002. Alors on les a appelés des galets. Alors là, ces coussins, ils ont des dimensions assez importantes. On parle entre 80 et 110 mètres de diamètre. Il y a une structure métallique qu'on ne voit pas là et qui tient de compression un coussin gonflé. Dans le domaine militaire, protection civile, comme ça, on connaît des structures plus petites en faisant des poutres pratiquement ou des arcs, en utilisant de l'air, mais de l'air à haute pression. Et comme on va voir, ça pose quand même des problèmes, ce type de solution. Voilà aussi quelques exemples, justement, c'était l'expo, là, ces grands galets. Pour vous donner une idée des dimensions, là, on est à l'intérieur. Là où il y a la flèche, c'est un homme qui est assis à l'intérieur du coussin. C'était quand même assez grand, n'est-ce pas? Ça vous donne une idée. Quand je dis 100 mètres, bon, 100 mètres, mais alors là, on le voit très bien. On pouvait marcher dedans. Ça faisait quand même une impression toute particulière. Mais alors justement, quand on parle de ces structures, on voit tout de suite qu'il y a des limites assez importantes. Dès que vous avez une grande couverture pneumatique, et puis vous avez un certain rayon de courbure, eh bien, la tension dans la membrane dépend de la pression fois le rayon de courbure. Et on voit tout de suite que même pour des pressions extrêmement faibles, 10 millibars, alors pour vous donner une idée, les variations de pression entre une belle journée, une journée de beau temps et de mauvais temps, pouvaient arriver à 50 millibars. Ce sont des pressions très très faibles. Eh bien, pour un rayon de 100 mètres, vous avez 100 kN par mètre, 10 tonnes par mètre qui tirent sur la membrane. Alors justement, à gauche, vous voyez qu'est-ce qu'on a dû faire. Ça, c'est la structure pour le hippodrome de l'Union internationale du cyclisme en Suisse, à Aigle. C'est une hélice de presque 100 mètres de diamètre. Eh bien, on a dû mettre la toiture, on a dû mettre des câbles en acier pour compenser la tension, comme les membranes ne sont pas à même de tenir cette tension. Alors, vous voyez, c'est quand même une mauvaise application. Ici, on a quelque chose de très léger, les membranes, mais tout à coup, on a besoin de câbles avec un diamètre. Vous pouvez vous imaginer tous les problèmes. À côté des problèmes esthétiques, il y a des problèmes de frottement, n'est-ce pas, et tout.
Et on voit là justement la limite de ce type de structure. Quand on parle des poutres, il y a déjà une quarantaine d'années, là, les Anglais avaient essayé d'utiliser l'air pour faire des ponts provisoires. Eh bien, si vous utilisez l'air simplement comme élément porteur, c'est-à-dire en gonflant là une saucisse, là, ce cigare-là, si on fait un petit calcul, on voit que pour un petit pont de 20 mètres de longueur, avec un diamètre de mètre, eh bien, vous avez besoin d'une pression de 25 bars pour tenir le poids de 1 tonne par mètre, c'est-à-dire un poids, n'est-ce pas? Et puis vous voyez tout de suite que 25 bars, c'est 10 fois la pression que vous avez dans vos pneus. Alors il faut des membranes extrêmement chères, extrêmement rigides. Et puis ce qui est pire encore, c'est que si vous calculez l'énergie que vous avez là dans votre pont, pardon? On a un petit problème de micro, donc oui, je dois prendre ça, ok. Je vais récupérer celui-là pour pas. Et on va régler avec celui-là. Essayer de le sortir. Voilà. Voilà, je vous laisse celui-ci, comme ça sera plus simple. Ok. Alors justement, si on regarde ce type de structure, n'est-ce pas, ce pont-là de 20 mètres avec un diamètre, un cigare de 1 mètre de diamètre, il vous faut 25 bars pour tenir la charge d'un véhicule. Si vous calculez l'énergie cinétique que vous avez dedans, vous devez comprimer l'air, eh bien, l'énergie là-dedans est égale à 20 kg de TNT. C'est-à-dire, vous n'avez pas un pont, vous avez une bombe. N'est-ce pas? Justement, en Amérique, ils ont essayé de faire, en utilisant cette technique, faire des arcs, faire des couvertures pour les hélicoptères. Eh bien, à la fin, la couverture coûtait plus cher que les hélicoptères. Comme il faut utiliser des membranes extrêmement sophistiquées, et du Vectran, et du Kevlar, et très très épais pour tenir justement ces pressions. Alors on voit tout de suite que c'est une mauvaise utilisation de l'air, n'est-ce pas? Alors ce que nous on a voulu, on a essayé de faire, c'était de regarder la chose de notre point de vue, c'est-à-dire d'utiliser l'air simplement comme élément stabiliseur, non pas comme élément porteur, mais simplement pour stabiliser une structure traditionnelle, un treillis, une poutre, n'importe quoi, et contre le flambement, n'est-ce pas? Un des gros problèmes pour l'ingénieur, c'est que, tout le monde le connaît, c'est que quand vous avez une structure lancée en compression, eh bien, si elle est lancée déjà pour une petite charge, elle flambe, elle va flamber, tandis que la même section, en traction, elle tient beaucoup, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire, en principe, on gaspille, dans toutes nos structures d'ingénieurs, on gaspille beaucoup de matière simplement pour éliminer les problèmes de stabilité, les problèmes de flambement. Alors, ce que nous, on a essayé de faire, c'était simplement de dire, OK, on va utiliser l'air d'une certaine façon, on va voir comment, pour éliminer ce problème de flambement, de façon qu'on peut utiliser les matières traditionnelles, ça peut être du bois, ça peut être de l'aluminium, de l'acier, des fibres en carbone, n'importe quoi, de façon que la matière va tenir en traction et en compression de la même façon. C'est-à-dire on peut exploiter au maximum aussi en compression les matériaux. N'est-ce pas? Si vous vous imaginez justement, imaginez-vous d'avoir une poutre, ça c'est la couverture de la gare de Montreux, alors vous avez en rouge, c'est la structure métallique, il s'agit de profilés métalliques vides, ici bon il est plein, il est vide en principe, n'est-ce pas? Ce sont des tubes à section rectangulaire, et puis à l'intérieur, on a justement le coussin, le cigare qui contient l'air sous une certaine pression. Et c'est tout. Il n'y a pas de diagonale, il n'y a rien. Alors on sait très bien, dans ce cas, on a sur la partie supérieure, n'est-ce pas, ici, si on a la charge de la neige, par exemple, ici on a de la compression, et en bas, bien sûr, ici on a de la traction. Ça, c'est une section, justement, mais comme je dis, c'est pas plein, n'est-ce pas? C'est une section vide.
Eh bien, alors ce qu'on voulait faire, c'est d'éliminer. Dès que vous avez de la compression, vous allez avoir, comme on voit ici, vous allez avoir localement un flambement. Alors, eh bien, dans notre cas, comme on a notre boudin, notre coussin d'air, eh bien, la pression de l'air va presser contre le profil métallique et va empêcher, en effet, le flambement de la structure. On peut démontrer d'une façon assez facile et assez simple, avec de la simple géométrie. Bien sûr, les calculs exacts sont bien plus compliqués, mais on peut, avec un modèle physique et géométrie très très simple, montrer que la force F, ici, n'est-ce pas, quand vous poussez, ça c'est la section de notre coussin, dès que vous poussez là, eh bien, la réaction que vous avez est égale à pi grec fois la pression interne fois delta, qui est la déformation que vous avez là, c'est-à-dire, en principe, pi grec fois p est égal à une constante du ressort, très, très bien connue, n'est-ce pas, en mécanique. Et puis, on voit que on a une analogie assez frappante entre un cas très bien connu dans le domaine de l'ingénieur, le cas de la poutre sur sol élastique, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand vous avez une poutre sur des ressorts, eh bien, la charge que vous pouvez appliquer dépend de cette formule où on voit qu'on a une constante de ressort, c'est-à-dire la rigidité de votre ressort, le module élastique du matériau et puis l'inertie de votre profil, n'est-ce pas? Eh bien, dans notre cas, on voit qu'on a exactement la même chose. N'est-ce pas? On a exactement la même chose. On peut démontrer que la constante de ressort dans nos structures est égale à la pression interne fois pi grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une certaine pression, eh bien, la charge que vous pouvez appliquer, celle-là, est supérieure à la charge limite élastique, n'est-ce pas? Et ce qui est très intéressant, comme vous allez voir, c'est que pour stabiliser une structure métallique, il suffit de très très faible pression. Alors, ça c'était une des premières applications, justement, c'est un peu une répétition. Puis ce qui est très intéressant, en regardant cette équation, c'est que la charge que vous appliquez, c'est-à-dire que votre profil peut tenir, est indépendant de la portée. Ça, c'est quelque chose d'assez frappant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des poutres de 80 mètres de portée. Vous allez voir, on a calculé les structures avec 250 mètres de portée. Eh bien, vous n'avez pas besoin de les pressions sont toujours dans l'ordre de grandeur entre 20 et 50 millibars. Rien de plus. C'est indépendant de la portée. Bon, ça c'était. J'ai commencé avec ces essais en 2001. Alors bon, j'ai commencé avec des choses très simples, puis on avait fait même des essais. Avant tout, on avait écrit un peu de théorie, puis on a quand même fait des essais. Et puis vous voyez un peu une chose assez. C'était un des premiers prototypes qu'on s'était amusé à faire. Et bon, les deux tubes sont reliés. On voit mal ici, mais ils ont la même pression. C'est une pression relativement haute. Dans ce cas de 100 millibars, c'est quand même une pression que vous pouvez exercer en soufflant. Si vous soufflez très fort, vous arrivez à 200 millibars, n'est-ce pas? Alors, là, c'est un tube, une saucisse sans rien. Et dans le cas d'une tensérité, vous voyez, moi, je suis assis sur mon élément en compression. C'est une petite profil en bois de 5 mm d'épaisseur et 5 cm de largeur. J'ai simplement fait une poche, et puis j'ai glissé le bois là-dedans, de façon qu'il était tenu par l'air. Et puis bon, là j'avais mis une spirale pour tenir la traction. Bien sûr, là on a compression, là on a traction. C'est un peu une analogie comme une poutre avec un soutirant, n'est-ce pas? Eh bien, avec la même pression, ça vous le pliez avec deux doigts. Et puis là, bon, il tient mes 100 kilos, sans rien, n'est-ce pas? Ça, c'était aussi des premiers prototypes qu'on avait fait. On voyait tout de suite, ça marchait très très bien. En utilisant, on pouvait utiliser n'importe quel matériau. Là, on avait utilisé des tissus en nylon, par exemple, avec des couches de polyuréthane. On avait fait des choses très très légères. En 2001, maintenant je peux le raconter, avant je ne pouvais pas le dire, sinon je devais payer des royalties. Et ça, c'est la petite voiture où il y a M. Jean Todt de Formule 1, n'est-ce pas, le Ferrari Formule 1. Là, vous voyez les écrans.
Puis ils avaient mis une bâche rouge là-dessus, mais toute la toiture était faite par nos structures en sincérité. Alors on a monté et démonté ça 16 fois pendant le championnat du monde de Formule 1 en 2001. Et puis je peux vous dire, là ils étaient intéressés à notre solution, comme elle était très très rapide. On pouvait déployer la toiture d'une façon extrêmement rapide et puis était incassable. Alors effectivement, après 16 fois, après une année, ils ont tout plié. Ils ont plié les profilés, les sièges et tout. Ce qu'ils n'ont pas réussi à casser, c'était nos structures comme elle était rigide, mais elle était souple. C'était une des premières applications assez intéressantes, bien que pas tellement efficace, n'est-ce pas, mais c'était les premiers essais qu'on avait faits. Et puis entre-temps, on a fait beaucoup d'essais aussi au niveau théorique. On a développé en utilisant des logiciels assez sophistiqués, l'ANSYS. C'est un logiciel par élément fini, utilisé aussi dans l'aéronautique et tout. Et on l'a adapté à nos structures, on a fait des essais de laboratoire, etc. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a effectivement la différence entre les essais de laboratoire et les calculs sont dans l'ordre de plus ou moins 10%. On voit qu'on peut simuler très très bien, avec des logiciels, on peut simuler très très bien le comportement de ce type de structure. Alors ça, c'était aussi d'autres exemples qu'on a fait il y a 5 années, simplement pour voir si effectivement ça marchait. On se posait aussi des questions, n'est-ce pas? C'était quand même quelque chose d'assez drôle qu'on pouvait porter des charges très très grandes avec des pressions extrêmement faibles. Alors vous voyez là un des premiers ponts, n'est-ce pas, qui avait seulement 8 mètres de portée. Eh bien, tout le pont, toute la structure pesait 40 kilos. Alors si vous voulez porter la même charge avec une poudre métallique, la poudre métallique va peser 380 kilos. On est pratiquement 10 fois plus léger. On est passé même avec des véhicules militaires. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la déformation. Il y a une déformation locale, bien entendu, comme ici vous avez des grandes charges. Alors l'élément en compression doit repartir la charge localement, comme dans le boudin, là on avait 80 millibars, n'est-ce pas? Et puis on a essayé d'aller, je ne vais pas entrer dans le détail, ici en principe vous voyez il y a différentes spirales, c'est-à-dire il y a une analogie quand vous avez des charges ponctuelles qui bougent, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait simplement ce que les vieux ingénieurs ils ont fait, à la place d'avoir des soutirants, toute une série de soutirants, on a toute une série de spirales pour tenir les charges concentrées, les charges mobiles, et puis ça marchait très bien. Et puis on a essayé d'aller à la rupture avec un de ces boudins. Alors ça, il est mis le contraire, n'est-ce pas? Là, c'est l'élément en compression, vous le voyez. Alors on a dû pousser dans un endroit avec 5 tonnes. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une cassure par cisaillement ici. Mais pas de flambement. Vous voyez, la structure était la courbure est très très forte. Il n'y a pas eu de flambement. Il y a eu simplement un cisaillement local. Mais c'est connu, les structures sandwich sont assez sensibles au cisaillement. Eh bien, ça, c'était une des applications. Alors, ça, c'est un pont qui se trouve près de chez vous, à Planchamp, en Valseny. Je vais vous montrer d'autres images plus tard. C'est un pont qui fait 50 mètres de portée, 10 mètres de largeur, pour des charges très, très importantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement... Alors là, l'élément en compression, c'était en bois. Ce sont des poutres en bois. En traction, il y a une plaque en acier. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Alors on voit, c'est quand même tout très très simple, n'est-ce pas? Il n'y a pas de diagonale, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de montant, c'est très très simple. La structure est aussi, pour ces raisons, disons, est très économique. Ça, c'était quelque chose pas tellement grand. On l'avait fait justement pour l'exposition des montres en Suisse à Bâle. Et puis il y avait, ça c'était la maison Breitling, qui avait dessiné le cockpit de la nouvelle Bentley Continental. On ne la voit pas, on la voit là, dedans, la voiture, n'est-ce pas? Elle est là dedans, la voiture. Eh bien, elle repose. En principe, il y a 4 tubes, 4 tenserity, mais les 2 tenserity ne portent absolument rien. Ce sont seulement les 2 tubes ici en bas qui portent le poids de la voiture. On avait quand même 10 mètres. Ces tubes font 10 mètres de longueur. L'élément en compression, on ne le voit même pas. Et puis je peux vous dire, la voiture là, elle n'est pas tellement légère. Elle fait 2 tonnes et demie. Et puis parfois, tout autour, on avait plus de 20 personnes qui se promenaient là autour. Et puis comme vous voyez, la structure
Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand vous mettez de la lumière à une extrémité, toute la structure va devenir un peu comme une lampe fluorescente. Ça donne des effets assez dramatiques au niveau esthétique. On a fait d'autres choses. Ça, c'était simplement pour l'exposition pour la maison Festo. On l'appelle un totem, il faisait 20 mètres d'auteur. Alors, ce qui est intéressant, on a pu le monter par terre, et puis, simplement avec un système hydraulique, avec des vérins hydrauliques qui étaient là, on l'a monté, n'est-ce pas? Il faisait 20 mètres d'auteur, et puis il était extrêmement rigide, il tenait du vent jusqu'à 180 à l'heure, très très léger. Alors là, vous voyez, l'élément en compression, c'est quelque chose de simple. On avait des profils en aluminium de 6 cm, vides, 2 mm les parois, c'était tout. Qu'on a glissé dans ses poches, puis là il y a les câbles, c'était tout. Et ça stabilise ce machin-là. Il faisait 20 mètres d'auteur. Là, vous voyez, ça c'est mon fils. Vous voyez, c'est grand. Ça, c'était les premières applications. On avait un très beau projet avec M. Grimshaw à Londres pour la couverture provisoire du Cutty Shark. Entre-temps, le Cutty Shark est brûlé, et puis probablement on ne va jamais faire cette couverture. Là, simplement, on avait montré avec des calculs et puis tout, qu'on pouvait même faire, en utilisant la même technologie, on pouvait faire des tubes en tensérité de forme quelconque, n'est-ce pas? Bon, je dois dire que là, M. Grimshaw voulait utiliser des membranes transparentes en ETFE. Moi, je suis toujours pas tout à fait content avec ce type de matériaux, mais disons, théoriquement, on pouvait le faire. Bon, là, on a d'autres projets aussi avec Grimshaw, des toitures, des choses assez intéressantes, mais ce qu'on a construit entre-temps, justement, vous avez déjà vu des images avec M. Luchès, la couverture du garage de Montreux. Et les cigales ont 30 mètres de portée, n'est-ce pas? Et puis entre ces poutres tensérité, on a simplement une membrane tendue. Et bien sûr, toute la structure tient les charges de la neige, le vent et tout. Je dois dire tout de suite une chose, c'est que ces structures sont dimensionnées de façon que, même dans le cas de perte totale de pression, toute la structure ne va pas s'effondrer. C'est-à-dire le dimensionnement de l'élément en traction et en compression, leur section est telle que la structure métallique peut supporter le poids de toute la structure plus un poids réduit de la neige, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire le cas de perte totale de pression, nous, on dit c'est un cas exceptionnel comme un tremblement de terre, alors on peut utiliser des surcharges réduites, et puis, bon, ça veut dire qu'on ne peut pas exploiter au maximum le principe de tensérité, mais on peut faire des structures, disons, qui respectent les eurocodes, par exemple, oui. Bon, là, vous voyez la toiture. Et puis, ce qui est intéressant, vous avez déjà vu des images, on peut changer la couleur. On a ici, à l'extérieur, il y a des spots à l'extérieur qui illuminent les tubes, et puis qu'ils ont des filtres, et puis on peut changer, avec ces filtres, on peut changer la couleur, et vous avez des effets assez intéressants. Là, vous le voyez mieux, le filtre, la lampe, elle est là, à l'extérieur. Ici, il y a un oblot avec une plaque en verre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec l'ordinateur, vous pouvez programmer les couleurs, vous pouvez créer des vaves et des arcs-en-ciel, n'importe quoi. C'est assez intéressant. Et puis, bien sûr, la structure est légère. 30 mètres de portée, le poids de la structure métallique est autour de 10 kg par mètre carré. Alors, la même structure en acier, la structure traditionnelle, ben, vous êtes sur les 35 kg par mètre carré. N'est-ce pas? Ah, voilà le pont. La surcharge qu'on a dû respecter est énorme, n'est-ce pas? 1500 kg par mètre carré. Et si vous pensez que les ponts autoroutes sont calculés pour 700 kg par mètre carré. Alors, on a essayé de faire les essais de charge. On a pu mettre que 400 en utilisant des blocs de béton qu'on a trouvés dans la région. On remplit le pont de béton. Et puis, on est arrivé à 400 kg par mètre carré. Eh bien, là, on a calculé la déformation pour ces charges. Le calcul nous avait donné 29 mm. On a mesuré 27. Pour vous dire, il y a quand même une très très bonne relation entre la théorie et puis la pratique. Bon, là, c'était pendant le montage. Et alors, vous voyez justement, ça c'est moitié pont.
l'élément de compression en bois, et puis ici la plaque en acier qui tient les efforts de traction. Voilà. Bon, on a fait des choses plus petites. Je dois dire qu'une autre technologie intéressante justement pour les grands portiers, à partir de 30 mètres. Moins de 30 mètres, vous pouvez utiliser n'importe quoi, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser des poutres en bois, des poutres en acier. Mais bon, là, avec un architecte, il voulait avoir des effets un peu particuliers. Et alors on l'a fait. Il y a seulement 10 mètres de portée. Mais alors ce qui est là, il avait des LED comme illumination, aussi à l'extérieur. C'est pour un restaurant. C'est pour un restaurant à Genève. Et puis on obtient quand même des effets assez intéressants aussi au niveau architectural. Et ça, c'était quelque chose qu'on a fait il y a 2 ans. Et chaque année, c'est une structure déployable pour le festival du jazz à Kongsberg, en Norvège. Bon, ça, ce sont les images que nous, ingénieurs, nous aimons bien. C'est-à-dire les couleurs nous donnent des indications sur les tensions dans les membranes, sur les déformations et tout. Là, vous voyez, on a un anneau en compression et puis il y a une membrane. La structure est assez compliquée. On la voit mieux ici, n'est-ce pas? On a quand même, ici on a 20 mètres d'auteur, ici le porte-à-faux fait 40 mètres. Il y a simplement des petits câbles qui stabilisent le tout, puis est tenu ici et là. Et toute la structure pèse 3500 kilos. Et puis on la monte, on la démonte dans une journée, n'est-ce pas? Tout. Et puis alors là aussi, vous voyez, on obtient avec la lumière, on obtient des effets assez intéressants. C'est-à-dire, on voit qu'on peut faire, je ne dis pas n'importe quelle forme, mais on peut quand même, on a une grande liberté de forme aussi au niveau architectural. Bon, alors, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de poutres en principe, n'est-ce pas? C'est-à-dire de structures linéaires. Mais bien sûr, ce qui est intéressant, ce serait de pouvoir faire quelque chose en 2 dimensions. Avoir des plaques, n'est-ce pas? Ou avoir comme on dit en anglais, des shells, n'est-ce pas? Eh bien, en principe, c'est-à-dire ça c'est faisable, n'est-ce pas? Si vous vous imaginez d'avoir 2 poutres Tenserity, et puis les deux, vous les mettez ensemble. En principe, ce que vous avez, vous pouvez imaginer, vous avez un coussin avec vos éléments en compression qui se croisent, n'est-ce pas? Et puis alors, bien sûr, dans ce cas, vous devez mettre des tirants, comme sans tirant, et la pression d'air essaie d'avoir un ballon, de gonfler toutes vos structures comme un ballon. Il faut mettre des tirants. Mais à part ça, vous pouvez avoir une structure à 2 dimensions. En partant de l'idée de Tenserity, alors l'air va stabiliser les éléments supérieurs en compression, ce qu'on voit ici en section. Et ce qui est intéressant, vous pouvez imaginer, à la place d'avoir seulement 2 éléments, ben vous pouvez diluer votre structure sur toute la surface, c'est ce qu'on a fait. Et puis, vous avez quelque chose comme un space frame, une structure de l'espace, avec des profils très très minces. Tous les profils sont stabilisés par l'air. Vous avez quelque chose vous pouvez avoir n'importe quelle forme. Et on a fait des petites choses. Là, c'est une petite toiture. Mais en porte-à-faux, ce qui est intéressant, toute cette structure, elle est tenue ici seulement. Elle est tenue seulement dans un point. Et puis là, on a mis des houblures là, on regarde dedans, on voit les petits tirants qui passent. La membrane supérieure, la membrane inférieure. Et puis, on a vu, on peut faire des choses assez intéressantes. Là, vous voyez toute la toiture, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut appliquer le principe de Tenserity en principe à n'importe quel type de structure. Vous utilisez l'air simplement pour éliminer les problèmes de stabilité des éléments en compression. C'est seulement ça. On fait que ça. Voilà, là, ce sont des calculs pour des couvertures qu'on avait fait pour des patinoires. On montre on peut exploiter très très bien le principe de Tenserity. On a des efforts uniformes un peu dans toute la structure, de façon que on peut vraiment minimiser l'utilisation des matières. On avait fait des petites choses. Là, c'était une toiture là aussi avec des membranes. La membrane supérieure, c'est en fibre de verre silicone. Et la membrane inférieure, c'était justement de l'étier transparente. Comme on voulait voir un peu la structure à l'intérieur, on voit qu'on peut effectivement faire des choses un peu différentes. Ça, c'est justement les choses qui nous intéressent le plus, ce sont les grandes couvertures. Alors, il y a 2 ans, on a été appelé à étudier la possibilité
d'utiliser notre technologie pour couvrir le futur télescope plus grand du monde, le OVL, Overwhelming Large Telescope pour la ESO, l'European Southern Observatory. Pour vous donner une idée, le miroir là du télescope, il fait 100 mètres. Ici, vous avez une voiture, n'est-ce pas? Ça vous donne une idée des dimensions. Et puis alors, toute la coupole avait une porte avec une ouverture de 160 mètres. Toute la coupole devait bouger sur des rails, se déplacer en une demi-heure, n'est-ce pas, pour laisser le télescope, la nuit, devait rester libre, complètement libre. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des turbulences ou des différences de température. C'était une idée. Maintenant, ils ont changé à nouveau. Ils ne vont pas le faire comme ça. Ils vont faire un télescope seulement avec un miroir de 40 mètres. Et nous, en ce moment, justement, on est en train de finir ça. Le mois prochain, il va être fini à Las Palmas sur une couverture. Mais je vais vous montrer un peu différent, justement, pour un télescope. Quelque chose on pense un peu plus intelligent, comment trouver cette solution de devoir déplacer toute la coupole est très très compliqué. En effet, le coût de tout le système, le mécanisme pour déplacer la coupole était plus cher que toute la coupole, n'est-ce pas? Et plus compliqué aussi. Mais bon, on a étudié différentes solutions, on a vraiment fait les calculs définitifs. Et puis à la fin, on était arrivé avec une solution relativement simple, avec un certain nombre d'arcs en tensérité. Alors vous devez imaginer, on a 250 mètres ici, n'est-ce pas? Pour des charges incroyables, alors les conditions au Chili dans le désert d'Atacama étaient extrêmes. On avait des vents de 140 km à l'heure, on avait des tremblements de terre et tout et tout. Alors vraiment, mais nous, avec notre solution, on arrivait pour les poutres, n'est-ce pas? Et puis, entre les poutres, il y avait des coussins, comme on a vu avant, aussi en tensérité. Là aussi, là-dedans, on a des structures métalliques, n'est-ce pas? Ça, c'est la section, ça, c'est la banane que vous voyez ici, n'est-ce pas? En tout, on avait 4000 tonnes d'acier. La même solution traditionnelle en acier, calculée par un bureau d'ingénieurs très connu, Ovearu, n'est-ce pas? Je pense que c'est le plus connu au monde, et bien, ils arrivaient à 30 000 tonnes. Vous voyez, on est 7 fois plus léger avec cette solution. C'est-à-dire, on voit que, spécialement pour les grandes couvertures, on arrive à épargner beaucoup de matière. Mais ça, on a fait les calculs comme nous avait imposé la solution avec les rails et tout. Et puis nous, on avait dit, écoutez, on trouve ça pas tellement, j'ai pas dit pas tellement intelligent, mais j'ai dit pas tellement rationnel. En principe, on a proposé une autre chose. On a dit, mais pourquoi pas, du moment qu'on utilise l'air, pourquoi pas faire une coupole de cette façon, n'est-ce pas, qu'on peut ouvrir simplement en réduisant la pression, les deux moitiés s'ouvrent, un peu comme un accordéon, n'est-ce pas? Puis dès qu'on met de la pression, il se ferme. Et puis on avait vu que pour une coupole de 300 mètres de diamètre, on arrivait à ça. Ça, c'était statiquement beaucoup plus intelligent que ça. On n'avait pas cette ouverture, n'est-ce pas? Alors la structure, on avait quelque chose de clos et tout. Et on était beaucoup plus efficace au niveau ingénieur, au niveau statique. Et en effet, même pour une coupole de 300 mètres de diamètre, on arrivait au même poids, à 4000 tonnes, 50 kg d'acier par mètre carré, pour une coupole de 300 mètres. Et puis bien sûr, pour déplacer ça, il fallait des moteurs de 6000 chevaux, n'est-ce pas, pour déplacer tout ça. Et nous, pour ouvrir et fermer ça, en 20 minutes, on avait besoin de soufflerie de 500 kW, n'est-ce pas? 500 chevaux, un peu moins, un peu plus, mais une fraction, n'est-ce pas? Et maintenant, ça, on va le construire. On a déjà, justement, ces jours, moi, je vais passer demain en Italie, la maison qui est en train, on va monter tout ça en Italie avant de déplacer tout à Las Palmas et puis faire le montage définitif. On va faire une coupole pas de 300 mètres, beaucoup plus petite, elle ne fait même pas 30 mètres, mais au moins on va voir un peu tous les détails, tous les problèmes. Mais on voit que là, il y a un moyen de faire quelque chose d'un peu différent et on a l'impression que ça marche très bien. Et puis bien sûr, avec des prix très intéressants. On a d'autres projets en ce moment. Ça, c'est une couverture provisoire à Bellinzone, au Tessin, d'où je viens, n'est-ce pas? C'était il y a une place, et puis on avait proposé pour le carnaval, pour 3-4 fois par an, pour faire le montage, à la place de mettre toutes les tentes qu'on connaît, n'est-ce pas?
faire quelque chose de différent. On avait proposé, on l'appelait le flying roof, c'est-à-dire c'est un anneau, puis bon, on peut mettre aussi des parois transparentes et tout. Et ce qui est, avec un diamètre de 60 mètres, ce qui est intéressant, on avait fait, pourquoi flying roof, pourquoi toiture volante, c'est que la première solution, c'était de gonfler ça avec de l'hélium. Et puis on avait vu que si on gonflait ça avec de l'hélium, toute la toiture volait, était plus légère de l'air. On pouvait la tourner simplement avec des câbles, mais bien sûr très rigide, tenait le vent, n'est-ce pas? Et alors on l'appelait flying roof. La solution définitive, c'était simplement avec de l'air, comme l'hélium est beaucoup trop cher. Et puis, chez nous en Europe, on ne peut pas, en Amérique, il serait possible de comprimer, recomprimer l'hélium et puis le réutiliser. En Europe, il n'y a personne qui fait ça. C'est-à-dire, il fallait chaque fois acheter l'hélium qui coûte 10 € par mètre cube, n'est-ce pas? Alors, c'était pas une bonne solution. Mais avec l'air, et puis on attend maintenant, on a le permis de construire, mais il y a des recours, comme toujours. Et on ne sait pas, mais de toute façon, là aussi, c'était une solution assez intéressante au niveau poids, au niveau montage et démontage, et puis une forme un peu différente. Ça, on l'avait fait, c'était quelque chose de petit. C'était pour les 150 ans de l'école polytechnique de Zurich, avec des architectes, justement, à l'école d'architecture de Zurich, on avait proposé justement une structure flottante, là, gonflée avec l'hélium, beaucoup plus petite. Et à la fin, ils n'ont rien fait. À la fin, ils ont fait quelque chose en Afghanistan en utilisant de la terre. Ils n'ont rien de léger, de toute façon. Maintenant, on a des beaux projets au Tessin, un aquapark, c'est-à-dire pour les jours. Simplement, là, il y a des piscines, n'est-ce pas, et tout. Alors là, on voit très bien. C'est sûr que notre solution se prête pour ce type de structure, pour ces formes. Et puis, ce qui est intéressant, ce que je n'ai pas dit, c'est que du moment que vous avez un coussin, n'est-ce pas, vous avez un certain volume d'air à l'intérieur, eh bien, toute la structure est bien isolée. Vous pouvez obtenir un bon degré d'isolation thermique, n'est-ce pas? À la limite, on peut même introduire un autre film très léger à l'intérieur pour réduire le volume, pour minimiser les effets de convection de l'air. Et puis, vous avez des structures qui sont légères, mais en même temps avec une relativement bonne isolation thermique. Bon, ça, c'était aussi des projets qu'on avait fait, n'est-ce pas? À la limite, on peut même utiliser, là, on avait les poutres en tenserity, mais la couverture n'était pas en membrane, mais avec des feuilles en fibre de verre, n'est-ce pas? On peut bien sûr intégrer différents matériaux, je pense qu'il y a beaucoup de souplesse. Ça, c'est un projet qu'on n'a pas fait. C'était une grosse couverture pour Lyon. C'était 20 000 mètres carrés. Alors là aussi, on avait vu, nous, on était à moins de 30 kg par mètre carré, et puis la solution traditionnelle était à 90 kg d'acier par mètre carré. Il y a quand même des différences. Ça, c'est une solution, on est en discussion, une couverture au Japon déployable, c'est-à-dire Fukuoka Dome, c'est-à-dire là, vous avez 2 arcs. Théoriquement, on pourrait les faire en tenserité, ils ont peur, ils veulent les faire en acier. Et puis alors avoir par contre nos poutres en tenserité qui font quand même 120 mètres de longueur, et puis avec les membranes entre les poutres, et puis on peut ouvrir, n'est-ce pas, ces poutres glissent ici, n'est-ce pas? On attend une réponse. Je dois dire personnellement que j'aime pas tellement la solution. Ça nous a été un peu imposé. J'aime pas comme théoriquement sur le papier marche bien, mais en réalité quand vous fermez, quand vous avez vos boudins tout ici en bas, vous avez la membrane ici qui forme des plis, et puis vous avez tout de suite la saleté, n'importe quoi là-dedans. Au niveau pratique, c'est pas une bonne solution. Maintenant. Bon, là, c'était d'autres projets pour vous dire que on nous appelle pratiquement chaque jour. Et on nous demande si on ne peut pas faire des choses, et parfois on a des demandes assez drôles. Là, par exemple, c'était justement pour des structures pour l'Antarctique, n'est-ce pas? Bien sûr, n'est-ce pas, ces membranes, nous on utilise des membranes en fibre de verre silicone. Ce sont des matériaux qui résistent très très bien à moins 80, à plus 300, n'est-ce pas? Et restent toujours souples. Alors c'est sûr, on peut bien les utiliser aussi dans des environnements comme dans les pôles sud, n'est-ce pas? Ça, c'est un projet assez intéressant. On attend toujours un feedback. Il voulait
Ce qu'on peut faire, c'est-à-dire, ici, il y a une peau extérieure, et entre les deux, il y a un espace vide. Alors, ce qu'il voulait, c'était bouger avec des vérins hydrauliques cette peau d'une certaine façon, d'avoir un effet de compression et de décompression pour créer une circulation d'air à l'intérieur, n'est-ce pas? Pour avoir une ventilation plus ou moins naturelle. Alors, ce qu'on avait proposé, j'ai dit, mais pourquoi avoir des vérins hydrauliques? Notre structure, en changeant la pression, elle va modifier sa forme et puis vous avez le même effet. Alors, on avait proposé ça et puis, bien sûr, comme vous savez, alors il y a beaucoup de projets. C'est qu'on commence, on fait des choses et puis les choses s'arrêtent et puis tout à coup ça repart et comme ça, il faut beaucoup de patience parfois. Ça, c'est un projet qu'on a à Dubaï. Ce sont des applications pour nous comme ingénieurs pas tellement intéressantes dans le sens que là, il n'y a vraiment rien de statique, n'est-ce pas, pour faire ces petites choses-là en porte-à-faux. Mais bien sûr, alors on peut avoir des effets. Ça, ce qui intéressait le maître d'œuvre, c'était l'effet lumineux de ce type de structure. Là, c'est un projet qu'on a maintenant en Suisse, aussi pour des choses déployables. On peut avoir n'importe quelle forme, comme je vous ai dit, avoir des coussins de n'importe quelle forme qu'on peut stabiliser avec des profilés métalliques relativement minces, et puis avoir quand même des choses assez grandes, mais légères, n'est-ce pas? Là, ce sont des projets qu'on a fait avec des architectes en Amérique, on n'a pas gagné. Ça, c'était intéressant. Ça, c'est un monsieur de Paris, mais probablement vous avez vu, il a fait des structures qu'il pose sur la forêt, n'est-ce pas, pour étudier la biologie et tout. Ce sont des structures souples. Et puis, il nous avait demandé s'il était possible de rendre leur structure plus rigide en utilisant notre technologie. Et puis, on a toujours des contacts comme ça, et puis on ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'on peut faire des choses plus légères que le traditionnel. Là, lui, il pose que des tubes, n'est-ce pas, des tubes là vraiment sur comment on dit, sur la forêt. Il est à 40 mètres d'auteur, n'est-ce pas? Mais pour dire, effectivement, il y a beaucoup d'applications. Chaque jour, on voit des choses différentes. C'est assez drôle. Ce qu'on a fait aussi, c'était pour la maison Festus, une grosse boîte allemande, justement. On leur a fait une proposition là de sofa gonflable avec intégré une structure. Alors, bon, on peut discuter sur l'esthétique, mais on peut le faire, voilà. Simplement, je voulais vous montrer un peu des applications un peu drôles, un peu différentes de ce qu'on peut faire en utilisant l'air, mais l'air non seul, mais l'air intégré avec une structure rigide, une structure ingénieure. Ça, c'était un projet aussi. La maison BMW a été intéressée pour avoir des fabriques modulaires qu'on peut monter et démonter rapidement. Alors, bien sûr, si vous avez une structure qui est légère, si vous utilisez l'air, on peut faire des choses comme ça, n'est-ce pas? Là, il y a encore beaucoup de développement à faire, il y a encore beaucoup d'optimisation, mais c'est intéressant, on voit qu'il y a quand même des applications où l'air peut être utilisé avec les membranes, et puis on pense aussi avec des structures rigides, pas l'air tout seul, on peut faire de belles choses. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est quelque chose comme ça. Ça, on ne peut pas faire, n'est-ce pas? Avec l'air, vous ne pouvez pas avoir des surfaces planes. Là, il faut être... Ici, ça, on ne peut pas faire avec l'air, n'est-ce pas? Ça, vous pouvez faire, mais pas ça. Et dès que vous avez de l'air, vous avez besoin toujours d'une double courbature. Alors là, j'ai dit, mais impossible, on ne peut rien faire. Et bien sûr, comme ingénieur, je vous ai montré, comme vous êtes des architectes, on pense qu'il y a beaucoup de possibilités d'application dans le domaine de l'architecture, mais moi, je suis un ingénieur, et puis justement, j'ai commencé il y a 30 ans en faisant beaucoup de ponts en béton armé en Suisse, c'était le temps des autoroutes. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, comme ingénieur, on voit des applications très intéressantes au niveau justement de ponts, et spécialement ponts provisoires pour le génie civil, pour le militaire. Et on est en train maintenant de faire un prototype, on a déjà fini les calculs. Un pont de 30 mètres de portée, justement pour des charges comme ça, n'est-ce pas? Même pour des panzers, c'est-à-dire pour des charges de 50 tonnes, un pont de 30 mètres de portée va peser 3,5 tonnes. Je dois dire que maintenant on est à 3 tonnes déjà, n'est-ce pas? On est 6 fois plus léger que le meilleur pont de la General Dynamics, c'est le meilleur pont allemand de MAN.
On est 6 fois plus léger. Alors là, on pense qu'il y a un marché, c'est ce qui nous intéresse comme ingénieurs. Et puis, au moins là, dès qu'on a le prototype, on a testé ça, il n'y a plus de problème de permis, comme vous allez le voir, maintenant vous êtes encore des jeunes architectes. Le grand problème, c'est avoir les permis de conduire, les permis de construire. Il y a toujours quelqu'un qui va vous mettre le bâton entre les roues et puis vous perdez du temps. Alors, comme je suis déjà vieux, j'ai dit, je veux faire quelque chose où je sais, on va le faire et puis on peut continuer. Et puis bien sûr, les structures, en utilisant le même principe, on peut s'imaginer des toitures provisoires qu'on peut ouvrir, et comme on l'a vu pour le télescope, n'est-ce pas? On peut faire des coupoles, mais on peut aussi faire des structures planes de ce type, pour des choses provisoires, bien sûr. Là, par exemple, c'est une application. Ça, on a un projet maintenant, on va faire une structure avec 38 mètres de portée. On peut s'imaginer aussi d'avoir des hangars où la structure métallique, on peut appliquer les éléments en compression par terre avec des joints. Et puis quand on gonfle, la structure va monter et puis va devenir rigide, toute seule. Alors ça on pense, il s'agit des applications assez intéressantes, au moins pour nous comme ingénieurs, n'est-ce pas? L'esthétique, bon, on ne discute pas, mais ce qui est intéressant dans ce cas aussi, c'est qu'on a une bonne isolation thermique, et pour les avions, spécialement pour les avions militaires, c'est très important. Quand ils font l'entretien de toute l'électronique, il y a toujours de problèmes, humidité, température et tout. C'est très important d'avoir une isolation thermique, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des problèmes de condensation, etc. Je suis déjà à la fin de ma présentation. Vous voyez, théoriquement, en utilisant l'air, mais non pas, je répète, non pas comme élément porteur, mais comme élément stabilisant, pour stabiliser, c'est-à-dire pour simuler des petits ressorts. Les structures traditionnelles, vous pouvez faire beaucoup de choses et vous pouvez réduire drastiquement le poids de la structure et puis bien sûr aussi le coût. Et je vous ai montré justement quelques applications, mais bien sûr, il y a d'autres applications. En ce moment, on peut s'imaginer qu'on peut avoir des structures, bien sûr des structures flottantes, à la place d'avoir un fond rigide, n'est-ce pas? Dans ce type, là vous avez tout le fond rigide, comme là ces ballons-là sont très très souples, eh bien vous pouvez les stabiliser avec le principe Tenserity. Vous pouvez même faire des catamarans. Bien sûr, les Zeppelin, ça c'est une Tenserity, un peu musclé, mais c'est une Tenserity. Ce qu'on a déjà fait, on a déjà fait des essais en utilisant à la place des membranes, n'est-ce pas? Vous les imaginez, dans l'espace, vous ne pouvez pas utiliser de membranes. Comme dès que vous avez des météorites, et puis aussi question des rayons UV, mais on a fait des essais avec des feuilles d'aluminium extrêmement minces. Vous faites une structure gonflée en aluminium très très mince, n'est-ce pas, qui est étanche, et puis à cause des problèmes des météorites, des micrométéorites, vous pouvez à l'intérieur mettre des mousses, de façon que même si vous avez un trou, eh bien, vous perdez seulement localement la pression. Alors, bien sûr, on est au début, il y a beaucoup d'applications, et puis on voit que dans le futur, on voit des applications, on a des contacts aussi dans ce domaine. Puis bien sûr, à Linghi, on a fait quelque chose, mais ça, je ne peux pas en parler. Et voilà, je suis à la fin. Je vous remercie pour l'attention. Si vous avez des questions.